Et bonsoir Internet, bien revenu depuis plus de 2 ans bien sûr, hein, je vous sers cette émission Box, votre émission F1, salut les uns. De retour donc, après 2 semaines de off, enfin 2 semaines, 2 semaines de off, ouais. Pour ce Grand Prix de Monaco, fort intéressant de mon point de vue. Bonsoir, bonsoir, il y a plusieurs choses à raconter, hein. Le Grand Prix de Monaco, ce superbe décor refait, nouvelle refonte pour Box. Donc comme je disais, de mon point de vue à moi, une course fort intéressante. Bien sûr, les haters diront on se fait chier en F1, etc., etc. Mon cul sur la commode. Moi j'ai kiffé, hein, stratégiquement, etc. Oui, il n'y a pas eu de dépassement, etc. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est Monaco. Les F1 sont très très larges depuis quelques années, donc pour doubler c'est compliqué. Mais c'était fort intéressant, avec des imprévus avant le départ, avec le- l'abandon, la non-participation dans tous les cas de Charles Leclerc à ce Grand Prix. Vous voyez aussi en haut du chat que j'ai démarré le sondage. Faut me rappeler, petite parenthèse, que je dois regarder le résultat du sondage, sinon c'est con de faire un sondage, etc. C'est gratuit, vous pouvez participer, libre à vous, etc., etc. Donc, cinquième manche de la saison, le Grand Prix de Monaco qui a eu lieu qui s'est terminé il y a genre 1h30 maintenant, 2 heures, donc j'ai cravaché pour l'émission, bien sûr. Merci. Et donc oui, ça s'est terminé il y a quelques heures. Là, on va regarder comme d'habitude les résultats des qualifications, puis les résultats de la course. Peut-être les highlights si elles apparaissent. Je surveille le Facebook, le YouTube pardon de la F1 pour voir si ça apparaissent. Ça va être compliqué, hein. Le timing est tricky. À savoir que bien sûr l'avancement de l'émission c'est dû aussi au fait que ce soir, je rappelle, il y a la dernière journée du championnat de France de Ligue 1 de football que vous pouvez suivre sur le Discord. Point d'exclamation Discord, lézard. Lézard. Point d'exclamation Discord. Merci les Ardinos. Il y a un décalage, hein, c'est normal. Donc pour suivre tout à l'heure en ma compagnie, bien sûr, c'est moi qui vous le partage. Merci à Jolinx de nous proposer ses affaires pour cela. Oui, rejoignez le Discord, let's go. F1, football, même si la saison est terminée, on va sûrement suivre l'Euro de foot cet été ensemble, potentiellement aussi sur le Discord, pour ceux que ça intéresse. Donc, Grand Prix de Monaco, on va y aller tout de suite avec les qualifications. On skip les essais libres, c'est une tendance depuis quelques émissions maintenant, parce que ça a peu d'intérêt, à vrai dire. On va y aller du dernier au premier, bien sûr, pour ses résultats des qualifications, avec Mick Schumacher qui est classé 20ème, bon dernier, sans tour chronométré, puisqu'ayant ramassé sa horse dans les murs lors de la troisième séance d'essai libre. Impossible pour l'équipe As de remettre la voiture en état pour les qualifications qui ont lieu à peine 2-3 heures plus tard, le samedi. Donc ça a donné qu'il n'a pas participé à la séance de qualification, mais bien sûr la règle des 107%, il faut savoir que si par rapport au premier, si si le temps du dernier dépasse 107% des cas entre guillemets quoi, il se qualifie pas pour la course en tant que telle, il participe pas. Dans le cas de Mick Schumacher, il a pas dépassé les 107% puisqu'il a tout simplement pas fait de tour chronométré, donc bien sûr il a été autorisé à participer au Grand Prix. Donc départ 20ème pour Mick Schumacher, 19ème Nikita Mazepin, les As qui sont à leur place, très belle rime. Nicolas Latifi 18ème, Fernando Alonso déception 17ème. C'est sa pire qualification à Monaco hein, dans sa carrière tout simplement. Yuki Tsunoda 16ème, bien en dessous de Pierre Gasly, on va le voir dans quelques minutes, mais c'est une tendance, même si d'un sens c'est aussi une surprise par rapport à son talent. Les armes, dis-moi si la musique en background elle est trop forte par exemple par rapport à ma voix. Merci d'avance. Donc voilà pour les éliminants Q1, Yuki Tsunoda, enfin merci les arts. Fernando Alonso, Nicolas Latifi, Nikita Mazepin et Mick Schumacher, premiers éliminés. Éliminé en Q2, Esteban Ocon, la deuxième Alpine à la porte de... Ah, t'entends même pas la musique? J'essaie de la mettre un tout petit peu pour que ça fasse quand même une ambiance quoi. Là, si... Là on l'entend plus du tout parce qu'elle est off en fait. Elle est off. Elle est en train de se terminer. Tu l'entends? Je vais la couper quand on mettra les highlights bien sûr. Donc, merci ça.
11e donc à la portée de à la porte pardon de la Q3 Esteban Ocon avec la deuxième Alpine, 12e Daniel Ricciardo bien en dessous tout le long du week-end de Lando Norris. Il y a une logique à ça, on en reparlera bien sûr, puis j'en ai déjà parlé les week-ends précédents. Il y a la plupart des pilotes qui découvrent leur voiture cette saison sont toujours en phase de découverte, qu'on pourrait dire, de mon point de vue à moi. Puis ben d'accord, c'est pas évident. Lance Stroll 13ème, premier Aston Martin éliminé. Kimi Raikkonen 14ème et George Russell qui réaccède encore une fois en Q2 avec sa Williams. Belle performance de George à la 15ème place. On peut pas prétendre à mieux avec la Williams, même si on peut estimer que depuis la saison dernière, je le dis, je le répète, elle a progressé, etc. Mais cette année, c'est quand même, d'un point de vue aéro, une philosophie particulière, etc. Cette voiture qui fera des perfs potentiellement, mais à Monaco, clairement, c'était pas l'endroit où elle en ferait. Le top 10, donc, de ces qualifications. On va y aller du plus haut au plus bas, peut-être. On va faire ça. Donc premier Charles Leclerc avec la Ferrari qui a été très en forme quand même sur le week-end, hein. C'était quand même assez incroyable. On l'a vu aux essais libres aussi, c'était assez costaud. Max Verstappen deuxième. Rappelez d'ailleurs que les qualifications à 2 minutes de la fin se sont conclues 2 minutes avant la fin du temps, puisque Charles Leclerc dans sa dernière tentative s'est mis dans le mur et la session s'est arrêtée là-dessus. Il y a eu il y a eu ou il y a encore d'ailleurs certains qui crient au complot ou je ne sais quoi, à la controverse où Charles Leclerc s'est mis volontairement dans le mur étant donné qu'il avait signé le premier temps, etc. Blablabla, blablabla. Bref, ça n'a aucun intérêt là pour le coup puisque Charles Leclerc à l'heure actuelle il joue pas vraiment le championnat pilote. À moins que vous me prétendez le contraire là, mais il en est pas là. Ça n'a aucun réel intérêt pour moi, je pense que simplement il s'est craché en poussant trop fort et puis voilà, c'était une erreur de pilotage et pas un truc volontairement fait, puisqu'on va le voir dans quelques minutes, ça lui a coûté le départ de la course, dans tous les cas. Donc deuxième Max Verstappen avec la Red Bull, qui pouvait prétendre je pense à signer la première place avec la Red Bull. Red Bull qui est tout le temps ces dernières années, je dirais presque la référence à Monaco, la voiture à battre. Troisième Valtteri Bottas qui surclasse Lewis Hamilton sur cette qualification, belle qualification pour Valtteri. Carlos Sainz quatrième avec la Ferrari, lui aussi je pense qu'il pouvait prétendre à jouer facilement déjà le top 3, mais potentiellement avec Charles Leclerc la P1, la Ferrari était vraiment bien. Lando Norris 5ème avec sa McLaren, dans une constante Lando Norris cette saison. Pierre Gasly 6ème avec l'AlphaTauri, alors lui sa voiture il la connaît sur le bout des doigts et c'est magnifique ce qu'il en fait cette saison, même si en course ça s'est pas conclu avec des gros points pour le coup, jusqu'à ce week-end aussi. Lewis Hamilton 7ème, une belle déception. Hein. Lewis Hamilton à 7ème place avec la Mercedes, une voiture qui est pas en forme, qui est pas en forme, qui est pas à l'aise. Enfin, je pense qu'elle était pas à l'aise, surtout à Monaco, de par le fait que c'est une voiture qu'on dit à low rake en anglais, c'est-à-dire que la Red Bull par exemple a les fesses levées, qui lui apporte un peu plus de tenue de route sur le train arrière, tandis que la Mercedes est plate. Ou comme l'Aston Martin, pardon, et puis peut-être quelques autres, je pense pas que la Williams ce soit le cas, et l'Aston à coup sûr c'est le cas. Donc Lewis Hamilton 7ème, Sébastien Vettel 8ème qui devance Lance Stroll, je pense pour la deuxième fois en 5 Grands Prix, en qualification. Sébastien Vettel tout le long du week-end a été aussi très à l'aise avec son Aston qui découvre lui aussi. Mentalement ça a dû lui faire beaucoup de bien, c'est un circuit qu'il connaît bien, qu'il apprécie, il a gagné 2 fois si je me trompe pas. Il a l'expérience de ce tracé qui est quand même assez atypique, difficile, exigeant, etc. Et donc on voit que ça paye. Sergio Perez en dessous encore, 9ème avec la Red Bull. Attention Sergio, il se fait déjà souffler dans les bronches par les patrons de chez Red Bull. Faut savoir que ça va très très vite chez Red Bull quand vous n'êtes pas compétitif. Pierre Gasly l'a payé en une demi-saison, Esteban Ocon il l'a payé en une saison pleine. Et même si Sergio a de l'expérience, il a plus de 10 ans maintenant en F1, etc. Il va falloir perf et venir épauler Max Verstappen très rapidement. On va voir qu'en course par contre, avec des circonstances, il a quand même fait un bon job pour aujourd'hui, on pourrait dire.
Antonio Giovinazzi qui bat Kimi Raikkonen en qualification, donc avec la dernière place de ce top 10. Je vais juste revérifier vite fait, voir si les highlights sont apparus. Je regarde aussi le sondage, je viens de voir qu'il était terminé. Et Wizbot n'a même pas voté, mesdames, messieurs. C'est honteux. Alors moi je vais vous dire, sur 10, le Grand Prix, personnellement j'aurais mis une note de 7 sur 10. Il n'y a pas eu de dépassement encore une fois, on sait pourquoi. D'un point de vue stratégique, j'ai pas trouvé ça inintéressant. Il y a eu les circonstances aussi, un petit peu de drama avec le non-départ de Charles Leclerc à quelques minutes de la course, vu que pendant son tour de sortie, avant le lancement de la course, il a vite compris qu'il y avait un souci sur, j'imagine, la boîte de vitesse qui a pris un choc samedi à la fin des qualifications. Ferrari n'a sûrement pas voulu risquer de changer la boîte de vitesse et donc de prendre 5 places de pénalité. Mais au lieu de ça, ils ont risqué complètement la course de Charles et qu'ils prennent 0 points, etc. etc. Quand même un peu dommage. Les highlights sont toujours pas là. C'est assez logique. Hein. On est assez tôt Corsa. Non, je déconne. C'était nul comme live en plus. On est assez tôt après la course. Donc forcément, les highlights sont pas encore là, même si les haters diront bah, il n'y a pas grand chose à mettre dans la highlight, c'est même pas une dépassement. Mais il faut quand même faire des choses. Il y a quand même des choses à y planter. On va faire 100 de ce fait. Ça va être beaucoup plus court du coup. On va être à l'heure pour la Ligue 1. Sans la highlights, on va gagner 5-6 minutes environ. Donc c'est parti pour les résultats de la course. J'ai balancé dans le même temps le classement qui va défiler au-dessus, puis on va reparler aussi du classement pilote et constructeur, des classements pilote et constructeur un peu plus tard. Donc, victoire de Max Verstappen qui partait en tête. On rappelle, Charles Leclerc n'a pas participé à la course, donc comme je disais il y a quelques secondes. Donc, parti en tête. Il est quand même parti à sa deuxième place parce que le règlement veut ça. Il s'est qualifié deuxième, donc il est parti à l'emplacement du deuxième. Il n'y avait personne devant lui, donc c'était un peu free, même s'il a eu un petit peu chaud sur les premiers mètres avec Valtteri Bottas. Ça a très vite dû lui fermer la porte, mais vous le voyez pas puisque j'ai pas la S, mais il a dû très vite fermer la porte sur Valtteri Bottas parce que je pense que Bottas a quand même pris un léger meilleur départ que Max Verstappen. Ça a été bien fait, bien réalisé. Deuxième, Carlos Sainz, une bonne performance, un bon Grand Prix hein, dans l'ensemble, il partait quatrième. On va voir ça après aussi. Hein. Les places au départ et les places à l'arrivée, etc. Pour avoir une meilleure lecture du tableau qu'on a actuellement. Lando Norris 3ème avec la McLaren, une Red Bull, une Ferrari, une McLaren sur le podium. Sergio Perez 4ème, des bons points. Sébastien Vettel avec l'Aston Martin 5ème, incroyable. Je pense que personne n'aurait prédit ça avant le week-end à mon avis. Aston Martin étant, de mon point de vue, bien en dessous de ce qu'on aurait pu attendre cette saison d'elle, quoi. Globalement, étant donné que Racing Point l'année dernière, qui était Aston Martin, enfin, ce qui était Aston Martin auparavant, Racing Point, avec la Mercedes Rose l'année dernière, signé régulièrement, je pense P4, P6, voire quelques podiums de temps en temps. La victoire aussi de Sergio Perez, avec certaines circonstances, certes, à Bahreïn. Au volant de la Racing Point. Lewis Hamilton 7ème, donc départ 7ème, termine 7ème, Lewis Hamilton. Avec le point du meilleur tour, je ne l'ai pas signalé dans l'infographie qu'on va voir après, mais il a pris le point du meilleur tour, donc ça lui fait un point de plus. C'est toujours bon à prendre au championnat, surtout quand on est premier et deuxième du championnat pilote. Moindre point peut compter, certains l'ont vu par le passé, dont Lewis Hamilton, il me semble. Lance Stroll 8ème, les deux Aston Martin dans les points. Une belle performance. Esteban Ocon 9ème en étant parti 11ème, donc 2 petits points de prix pour Alpine. Et Antonio Giovinazzi 10ème, celui qui marque le dernier point donc de la 10ème place. Kimi Raikkonen 11ème, Daniel Ricciardo 12ème, Fernando Alonso 13ème, George Russell 14ème, Nicolas Latifi 15ème, Yuki Tsunoda 16ème derrière les deux Williams, Nikita Mazepin devant Mick Schumacher 17ème et Mick Schumacher donc 18ème. Valtteri Bottas abandon des suites de mon point de vue, de ce que j'ai cru en voir, ça semble logique. Pendant son arrêt au centre, en fait, il semblerait que l'écrou de sa roue avant droite se soit comme soudé à la jante, étant donné la forte chaleur des freins. Et le pistolet pour desserrer l'écrou globalement a comme grippe, enfin rongé, je pense,
la fixation et la roue pouvait plus venir quoi, c'était fini globalement. Donc voilà là pour l'abandon de Valtteri Bottas. A signaler aussi au départ, au premier tour, le dépassement, le seul dépassement il me semble qu'il y a eu à noter. Enfin, pas vraiment non, je m'excuse. Fernando Alonso a pris 3 places au départ, mais j'en ai pas vu d'image. Mais l'autre dépassement qu'on a vu à la télé, c'était celui de Mick Schumacher sur Nikita Mazepin, assez musclé, mais tous les deux ont été très propres là-dessus. Mais au final, Nikita Mazepin finit quand même devant Mick Schumacher. Et ça, on en a pas, on en a vu, on a rien vu. On a les highlights, c'est incroyable. On a en contre-temps, je vais te parler des résultats, mais on va regarder quand même les highlights du coup. Hein, Internet. On va encore se faire censurer par YouTube et Facebook, mais c'est pas très grave. Pour le plaisir. Et c'est comme ça. On va couper 2 secondes. Ah, il y a une publicité. Passer la publicité. On va couper la musique. Ladies and gentlemen. Puis on va se regarder ça très rapidement. Dans tous les cas, ça va être très rapide. Logiquement. Hop. Ça. On va se le mettre comme ça. On va se le mettre. Façon de parler, on va pas se le mettre. But it's Red Bull. Voilà, donc, comme je disais, les highlights, on les a un peu en retard, mais on les a. C'est ça qui importe. Du coup, là, on a déjà parlé du classement, etc. Là, on va regarder, comme d'habitude, les performances par équipe, enfin, individuelles, puis analyse par équipe, la prise de points, notamment par équipe, etc. etc. C'est parti donc. Pif, puis on commence avec les plus bas, bien sûr, pour aller vers les plus hauts. Entre guillemets. Même si c'est pas dans l'ordre du classement du championnat, puisque on va voir que, et puis vous le voyez au-dessus, que ça s'est inversé, notamment pour les premiers et deuxièmes. Ça va être intéressant aussi à lire ça tout à l'heure. Donc, Mick Schumacher départ 20ème puisqu'il n'a pas participé aux qualifications, termine 18ème avec les abandons donc, de Valtteri Bottas et de Charles Leclerc. Nikita Mazepin départ 19ème, termine devant Mick Schumacher au final. Pour As, comme d'habitude, on va pas s'étaler pendant 10 ans. As, je le dis, je le répète, ça fait 5 fois de suite que je le répète, mais ce sera leur place jusqu'à la fin de la saison, on le sait très bien. La meilleure chose qu'ils peuvent espérer, entre guillemets, des fois quelques petites batailles avec Williams, voire avec Alfa Romeo quand c'est en dessous, bien que ce week-end c'était pas Alfa Romeo, mais c'était bien Williams, c'était plutôt en bas. Voire Alpine de temps en temps aussi, mais de façon générale, Léa se joue uniquement entre elles, quoi. Principalement entre elles en tout cas, donc pas grand chose à dire du côté des House. Alors je suis en train de regarder quelque chose parce que j'ai pas. Ok, c'est bon, je l'ai. Hop là. Donc Williams, George Russell, dernier qualifié, passé en Q3, dernier qualifié, donc 15ème. Termine 14ème, Nicolas Latifi départ 18ème, termine 15ème. Peuvent pas espérer plus, comme je disais tout à l'heure, la Williams cette saison c'est une voiture atypique je pense sur la grille. J'ai toujours espoir personnellement, c'est mon espoir personnel, ils vont finir je pense cette saison, comme l'année dernière ils l'ont frôlé, je le dis, je le répète, au moins une 10ème place en course, donc un moindre point. Il me semble que la saison dernière, ils en ont pas mis un seul, si je me trompe pas. La saison d'avant, Robert Kubica avait marqué un seul point, je crois, en Autriche. J'ai bon espoir qu'au moins cette saison, on en marque minimum un. Allez savoir par des circonstances ou tout simplement un circuit qui réussit bien à la Williams et il marque 2 points, voire plus, incroyable. Dans tous les cas, là, il n'y avait pas grand-chose de plus à espérer de la part de Williams. C'est quand même, j'ai envie de dire à leur niveau, entre guillemets, c'est quand même une bonne performance, quoi. C'est tel que tel. Ils peuvent pas espérer plus, même si avec tout le talent que George Russell a, il a fait quand même performer, notamment en qualif. Presque, on pourrait dire, au-delà de ce qu'on pourrait penser. J'ai oublié de remettre un petit peu de son. Et que j'en ai peut-être trop mis. Donc voilà, pour Williams, du coup, pas plus à dire. Alfa Romeo, alors Alfa Romeo, j'ai quand même le feeling que c'est sûrement dû aussi à Monaco à proprement parler, quoi, à la spécificité de ce tracé. J'ai l'impression qu'ils sont sortis un peu du bois, la naissance Alfa Romeo. Pour moi, même si ma mémoire est courte, je m'en excuse, mais il me semble pas qu'à Imola, etc., Alfa Romeo était
Ah si, Kimi jouait peut-être la P7, P8 derrière Bottas et George Russell. Mais bon, là je trouve que c'est un résultat quand même assez solide. Départ 14ème pour Kimi Raikkonen, termine à la porte des points. Antonio Giovinazzi, départ 10ème, termine 10ème. Il aura tout le week-end, peut-être pas sur toutes les séances d'essais libres, mais dans l'ensemble, Antonio Giovinazzi aura été bien dans le coup pendant tout son week-end monégasque et au-dessus de Kimi. Départ devant Kimi dans la course et donc termine devant Kimi. 10ème. Un petit point, son premier point, il me semble, à Antonio Giovinazzi. D'ailleurs, on voit au-dessus Alfa Romeo 1 point, 8ème au classement. Donc, Antonio Giovinazzi qui a marqué jusqu'à maintenant, donc aujourd'hui le seul point pour Alfa Romeo. Donc peut-être du mieux aussi, mais en tout cas c'était une petite surprise de mon point de vue à moi en tout cas le week-end d'Alfa Romeo. Alors là par contre en termes de surprise, ce fut intéressant. Sébastien Vettel donc qui se qualifie pour la deuxième fois de suite et je pense pour la deuxième fois de tout court en 5 Grands Prix en Q3. Donc à la 8ème place, juste derrière Lewis Hamilton. Terminé à 5ème place. Lance Stroll, quand même, une petite contre-perf, bien qu'il a jamais été vraiment à l'aise à Monaco. Départ 13ème, termine 8ème, donc il rentre quand même dans les points. Que dire de la performance de Sébastien Vettel? Bien sûr, il a bénéficié, il se retrouve à départ 8ème, termine 5, il se retrouve avec les circonstances de l'abandon de Charles Leclerc et de Valtteri Bottas, mais bon, ça, il y en a d'autres qui en ont profité, tout comme Carlos Sainz, on va le voir plus tard, et Lando Norris. Pardon. Je pense qu'on m'a entendu autant en plus, j'en suis désolé. En dehors de ça, il est resté devant Lewis. Le dépassement musclé à la sortie des stands sur Pierre pour se frayer un chemin et ne plus décoller de la 5ème place. Pas facile non plus de battre Pierre cette saison. Quand même assez constant avec son AlphaTauri, pardon. Et great job, un gros week-end de Sébastien Vettel. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, l'expérience ça parlait pour lui. Et puis mentalement, là, c'est un boost incroyable pour lui, en sachant qu'avant le week-end monégasque, Sébastien Vettel était dans le néant. Quand même assez dominé par Lance, il me semble, de façon générale, en qualification et en course. Sébastien découvrant là, une voiture quand même complètement différent de ce qu'il a connu chez Ferrari avec une simili Mercedes, moteur Mercedes, etc. Donc mentalement ça va lui faire du bien. Il était à 0 points donc avant ce week-end, il se retrouve avec 10 points, il a pris 5 places au championnat, c'est colossal, c'est la plus grosse progression du week-end. Sébastien Vettel au classement pilote, il passe même en un Grand Prix devant Lance Stroll au championnat pilote, parce que Lance avait marqué je crois 5 points et 4 points, et puis je sais plus, non pas 5 points et 4 points, puisque là il fait 8ème, mais peut-être 5 et 2 ou 5 et 3, je suis très mauvais en maths. 5 et 5 et 4, je sais plus. Non, pas 5 et 4. Bref. Excellent perf donc de Seb, incroyable. Gros boost mental, on va voir ce que ça va donner en Azerbaïdjan, mais il sort d'une grosse galère, le Seb, après quelques saisons compliquées, voir ce qui s'est passé avec Ferrari la saison dernière, où dès le début de la saison, il savait qu'il allait se faire éjecter. Il est dans un environnement chez Aston Martin qui lui conviendra sûrement mieux, et puis où il se sent peut-être plus apprécié que ce qui s'est passé à la fin avec Ferrari. C'est mon jugement personnel, ça. Du côté de Lens, il part 13ème, il termine 8 en soi, c'est quand même une belle perf. Il marque, je sais plus, 8ème, il marque 4 points. 4-6 points. Donc il était à 5 points. Ouais, il était à 5 points, il marque 4 points. Il est à 9. Ça. Ouais. C'est quand même pas si pire, au final ils finissent tous les deux dans les points, ils prennent des bons points au championnat, ils font quand même un certain bon. Alpine, ils passent 5ème, il me semble qu'ils étaient 8 ou 7. Donc d'un point de vue général pour Aston c'est quand même bien, même si encore une fois en début de saison on aurait pu penser, avant les essais hivernaux même, on aurait pu penser que qu'Aston, bien sûr par rapport au perf de Racing Point la saison précédente, pardon, j'essaie de parler plus lentement, aurait pu jouer des places un peu plus haut quoi. Et au final c'est Ferrari qui a fait la plus grosse progrès cette saison quoi.
AlphaTauri, bah, c'est incroyable, ils ont pas bougé de position. Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda très en dessous de Pierre, donc comme je disais tout à l'heure, en qualification, puis en course ça a pas bougé. 16ème, il termine, je pense, derrière, derrière les deux Williams. Il termine derrière les deux Williams, Yuki Tsunoda. C'est sa première à Monaco, je vais pas être en plus vache, il est très jeune. Faut savoir qu'avant jeudi matin, Yuki Tsunoda c'était le seul pilote derrière, il me semble, à n'avoir jamais fait le moindre tour dans une voiture de course à Monaco. Et comme le disait de façon humoristique le commentateur belge Gaëtan Vigneron, il me semble son nom. Ou enfin c'est plutôt son acolyte qui disait il a même jamais pris le bus à Monaco, donc il a jamais roulé dans quoi que ce soit, il a juste marché à Monaco, Yuki Tsunoda, avant jeudi matin. Donc il démarre 16ème, il termine 16ème, au moins ma foi c'est pas donné à tout le monde de finir une course à Monaco, là on en a vu se ramasser, etc. C'est exigeant physiquement, au niveau de la concentration, etc. Donc voilà, il est en dessous de Pierre, c'est quand même triste, enfin c'est quand même triste, attention quoi, c'est pareil, c'est la filière Red Bull, attention Yuki, il se fait déjà souffler dans les bronches par le docteur Helmut Marko qui est conseiller sportif il me semble, si je me souviens de son titre chez Red Bull, c'est lui justement, il fait partie de ces messieurs qui ont comment dire, la gâchette facile. Pierre Gasly l'a subi, Alex Albon l'a subi, il se retrouve aujourd'hui pilote de réserve chez Red Bull et donc pilote de TTM titulaire en soi. Donc attention Yuki. Pierre, encore une fois, il est dans sa constante, il connaît bien sa voiture, il fait des grosses performances en qualification, P6 devant Lewis. Si Lewis a contre-perf peut-être aussi, hein, en soi. Bah, clairement, il a contre-perf. Termine 6ème devant Lewis aussi. Propre, costaud, solide, sérieux, appliqué, leader de son équipe, hein, de toute façon. Great job Pierre. Des bons points pris avec une 6ème place. Maintenant, on va regarder encore une fois les classements tout à l'heure, mais c'est toujours pareil quoi. Pour marquer des gros points, c'est logique, il faut rentrer tous les deux dans le top 10. Yuki Tsunoda, je pense qu'il en est encore pas encore là à l'heure actuelle. Puis la 16ème place, dans tous les cas, confirme d'une certaine manière quoi. Alpine. Esteban Ocon se qualifie 11ème, termine 9ème. Fernando Alonso se qualifie 17ème, termine 13ème. Comme je le disais tout à l'heure dans le cas de Fernando Alonso, depuis les débuts de sa carrière, je pense en 2001, 2002. Il me semble que je sais pas si, je sais même pas si avec Minardi il a fait des pires classements, mais il me semble que c'est son pire classement en qualif, 17ème dans tous les cas. Termine donc 13ème. Je rappelle, il a pris 3 places il me semble au départ, Fernando, ou en tout cas dans les premiers tours. Puis au final ça s'est stabilisé avec les deux abandons, enfin avec les deux abandons, si on peut dire ça, ouais. Il était un peu dans le néant, on n'en a pas vu grand chose hein, dans tous les cas de Fernando dans la course. Donc voilà, pas de points marqués pour Fernando, c'est encore compliqué pour lui au volant de l'Alpine, pardon. Lui qui revient de une ou deux saisons off. Donc c'est difficile. C'est difficile de se remettre dans le bain visiblement pour Fernando. Et puis Esteban Ocon, c'est même si je suis pas son premier fan là, et puis que comment dire, parfois je me pose des questions par rapport à son vrai talent, comme peut le confirmer, enfin comme peut le supposer Toto Wolff chez Mercedes, qui finance sa carrière, etc. Mais on est forcé de constater qu'il est capable de perf et pour l'instant il gère entre guillemets d'une certaine manière un double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006 qui est Fernando Alonso. 9ème place pour Esteban, ça fait 2 petits points de prix pour Alpine, c'est pas grand chose. Alpine aussi qui est un peu une déception cette saison parce que beaucoup estimaient que mais après il y a eu la refonte d'un point de vue staff entre guillemets, puisque Cyril Abitboul a été débarqué, Davide Brivio est arrivé du MotoGP, etc.
il faut peut-être un temps aussi pour que la sauce prenne, etc. Puis il y a toujours aussi le fait que Alpine, qui est Renault, a une partie de son usine en France et l'autre partie en Grande-Bretagne, etc. Donc les deux faut qu'ils marchent de concert, même si depuis quelques années, je pense que depuis non, ça va de ce côté-là. C'est une équipe aussi qui a souffert de problèmes en soufflerie, il me semble, pendant l'hiver. Donc pour le développement de la voiture, etc. Ils ont du retard, je pense. Et, ce qui explique peut-être que par rapport à ce qu'on aurait pu penser comme résultat de leur part, ils sont en dessous pour l'instant. Voilà. 9ème place quand même pour Esteban quand en étant parti hors des points. Great job. Great job. Ferrari. Alors là c'est le crève-cœur Ferrari. Même si, on va en parler dans 2 secondes. Donc Charles Leclerc qui se qualifie premier ne prend pas le départ. Et Carlos Sainz qui part 4ème et finit donc 2ème. Carlos qui bénéficie comment dire, des abandons de Charles et de Valtteri Bottas, donc pour autant ça n'enlève rien à sa performance, il avait le rythme, etc. Il y a eu des phases où il revenait sur Max, même si Max à une certaine période de la course bien sûr faisait de la gestion pneumatique, ce qui est logique parce qu'il était confortable en tête. Dans le cas de Charles, Charles paye. Je le rappelle qu'en fin de qualification, comme je le disais tout à l'heure, Charles se crash. La voiture prend un choc au niveau du train arrière, pardon. Jusqu'à ce matin, on attendait une communication de la part de Ferrari à savoir s'ils ont constaté des dommages sur la boîte de vitesse qui vaudrait que Charles change de boîte et donc perd 5 places sur la grille pour changement de boîte de vitesse. Ou si ils estimaient que la boîte était en bon état pour qu'ils prennent le départ, etc. en tête, etc. Eux ont estimé visiblement que la boîte a pas pris énormément de dégâts dans le crash de samedi et donc qui partit en tête avec celle-ci. Dans son tour d'installation avant la course, sa boîte fail en fait. J'entrerai pas, ça marchait ça. J'entrerai pas dans des détails techniques parce que je les ai pas, je suis pas forcément connaisseur, etc. Il y avait des histoires de cardan qu'on entendait dans les commentaires, etc. Mais bref. Elle a pris un choc, la boîte, et ça a donné ce que ça a donné. Si on regarde ça d'un point de vue de l'équipe, après, encore une fois, peut-être qu'ils n'ont pas détecté réellement de dégâts sur la voiture de Charles, enfin sur la boîte de vitesse de Charles. Mais est-ce qu'il n'aurait pas valu vous savez, mieux vaut prévenir que guérir, enfin en tout cas. Il aurait peut-être été plus logique de faire en sorte qu'il perde sa première place, il part 5ème avec une boîte de vitesse neuve. Et puis après, la Ferrari étant quand même assez performante ce week-end à Monaco, avec les stratégies pneumatiques, etc., à la 5ème place, peut-être qu'il y aurait moyen de gruger quelques positions. En termes de dépassement, encore une fois, je répète, c'est assez compliqué, voire impossible. En tout cas, il n'y en a pas réellement eu là cette fois-ci. Et je pense que c'est quand même... Enfin, au final, je pense que Ferrari, même là, à l'heure actuelle, se disent c'est une erreur, on aurait dû changer la boîte, etc. C'est quand même un mauvais calcul à part de Ferrari de mon point de vue. Ils auraient pu prendre des très gros points. Faut savoir que McLaren est toujours devant à l'heure actuelle, même si c'est serré, il me semble. Et tous les deux, Ferrari et McLaren, me semblent détachés de tout ce qui est Alpine, Aston Martin, etc. derrière. AlphaTauri. Mais ça, on va voir ça après. Dans le cas de Carlos, une course solide, hein, je l'ai déjà dit, donc on n'en a pas plus à dire. Great job de sa part. C'est le débutant dans une nouvelle équipe, entre guillemets, qui réussit le mieux jusqu'à présent. Qui est le plus proche de son coéquipier, voire capable quasiment de le battre. Si Charles reste un peu devant. Je pense que ce week-end, avec l'histoire de la qualif, je pense que Carlos aurait clairement matché Charles pour la P1, voire l'aurait obtenu, quoi. C'est fort probable. Maintenant, pour le reste, il termine 2ème, il fait une course solide, propre, etc. Pas d'erreur. Des gros points de marqués pour Carlos. Et donc pour Ferrari quand même, au final.
Donc c'est ça, on le voit là. McLaren 80 points, Ferrari 78, 2 points d'écart. Derrière, il y a le fossé avec Aston Martin. Donc ça reste quand même pas mal. Il reste dans la course. L'avantage, c'est que étant donné que Daniel, lui, n'a pas marqué de points non plus, Carlos et Lando ont été les seuls à marquer des points pour l'équipe respective, ce qui fait que ça nivelle d'une certaine manière. Donc voilà, c'est un peu, comment je fais ça, presque un peu mitigé le bilan pour Ferrari parce que malgré tout, il y a quand même peut-être une mauvaise réflexion par rapport à ce qui est arrivé à Charles Leclerc de leur côté. C'est dommage. Il y aurait clairement eu plus de points à la clé dans tous les cas. Ouais, tiens, McLaren, on en avait pas encore parlé. Départ de Lando Norris 5ème, pardon, termine 3ème. Départ de Daniel Ricciardo 12ème, termine 12ème. Daniel, il a énormément de mal. Il a mal encaissé hein, la qualif. Lando qui fait 5 et lui 12, il le disait, je suis à, je pense, 5 dixièmes de Lando. Jamais je suis plus lent de 5 dixièmes sur Lando, etc. Mentalement c'est dur, ça prend pas encore du côté de Daniel, mais comme pour Seb, comme pour d'autres, peut-être même pour Yuki Tsunoda, etc. Il y en a qui parviennent peut-être plus vite comme Carlos à s'adapter. Après la voiture elle a énormément progressé, la Ferrari. C'est peut-être plus facile aussi de s'y adapter. Dans le cas de Daniel, ça prend pas encore vraiment. Je pense que ça va venir, hein. C'est pas un lapin de 3 semaines. Ça va finir par payer, mais là c'est difficile, il se fait prendre un tour par Lando en course. Y a rien de pire. Pierre l'a subi avec Max Verstappen en Autriche en 2019, etc. Mentalement, c'est quand même assez destructeur. Pour autant, je pense qu'il va s'en relever, Daniel, et puis ça va finir par payer tôt ou tard. Dans le cas de Lando, il gagne 2 places comme Carlos par rapport à la non-participation de Charles Leclerc et à l'abandon de Valtteri Bottas. Il fait une course solide aussi. Il se retrouve un peu dans un no man's land à un moment donné, puisque Carlos est quand même en relativement de l'avance, suit quand même assez bien Max à la première place. Et puis derrière, derrière. Est-ce que c'est Seb Pierre Gasly qui sont derrière, je pense, un certain temps. Et ils sont un peu détachés aussi, mais bref, Lando se retrouve un peu dans un no man's land et au final il fait une course propre. Il gère Sergio Perez donc hein, pendant une bonne partie de la fin de course, qui revient fort avec la Red Bull. Même si les dépassements à Monaco c'est compliqué, ça n'empêche pas qu'avoir quelqu'un derrière soi qui pousse nerveusement, mentalement, il faut savoir gérer, il faut être solide, il faut être fort pour pour ne pas commettre tout simplement la moindre erreur, puisqu'à Monaco la moindre mini erreur est décuplée en termes d'impact par 10 000 tout simplement. Donc belle perf de Lando, très régulier depuis le début de saison. Il me semble il y a juste au Grand Prix précédent, j'ai un doute, c'était pas Imola le précédent. Je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Dans tous les cas, au précédent Grand Prix, il me semble qu'il finit au-delà de la 5ème place, Lando. C'est son seul Grand Prix où il a fini au-delà de la 5ème place. Après, pour le reste, je crois que c'est son 2ème podium de la saison, si je me trompe pas aussi. Donc solide, mais pour moi c'est un champion du monde en devenir et je pense que je suis pas le seul à penser ça. C'est vraiment un talent pur, Lando Norris. Et on va sûrement reparler aussi tout à l'heure avec les news en général en F1. Et à l'entame du week-end, il a pris sa prolongation de contrat avec McLaren pour 2 ou 3 saisons, il me semble. Donc il est installé et puis McLaren sait très bien qu'ils tiennent là peut-être ce qu'était Lewis Hamilton à l'époque. En Lando Norris. J'exagère peut-être quoi, mais je veux pas non plus qu'on fasse comme au football à dire Johan Gourcuff c'est le futur Zidane quoi, comme on faisait à une époque ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est quand même, je pense que c'est quand même un champion du monde en devenir, comme d'autres aussi bien sûr, Charles Leclerc, Max Verstappen, etc. Mais voilà, belle perf de Lando, très costaud, très solide, des gros points de marqué pour McLaren. Heureusement qu'il est là, puisque malheureusement Daniel lui était nulle part sur ce week-end. Red Bull,
départ deuxième de Max, même si Charles n'a pas participé, donc comme je l'ai expliqué, le règlement veut qu'il a pris quand même sa place, sa place sur la grille à la deuxième. Il n'y avait personne devant, donc c'était plutôt tranquille pour le départ. Termine premier donc. Départ de Sergio Perez à 9ème place, termine 4ème. Dans le cas de Max, il y avait le départ à gérer, il a failli quand même se faire... ouais, il s'est fait un peu chauffer les fesses par le meilleur départ de Valtteri Bottas que son propre départ lui, logiquement. Il a bien contenu la chose, il est allé fermer la porte très rapidement. C'était pas trop agressif, mais c'était ce qu'il fallait faire dans tous les cas. Il était dans une logique quoi, en même temps. Donc très bon boulot, une course bien gérée, aucune erreur, très propre. La gestion des retardataires qui est très compliquée à Monaco, ça, que ce soit pour le pilote qui est premier, qui est en tête, ou le deuxième, ou le sixième qui prend un tour au dernier, quoi. Dans tous les cas, c'est toujours difficile. Pardon, puis il y a quand même certains pas réticents, mais certains pilotes qui sont un peu plus lents à obéir aux drapeaux bleus qui leur sont adressés, voire qui les voient pas. Donc il a suggéré tous ces éléments-là, pardon, je vais y arriver. Ça aurait peut-être été une autre paire de manches s'il y aurait eu un crash, une safety car, un drapeau rouge ou quoi, parce que ça rabat les cartes en général, mais dans tous les cas, Max, il n'y en a pas eu, puis dans tous les cas, il a bien géré sa course, il a été très propre, très régulier, très concentré. Pardon, très concentré. Il sait très bien qu'à l'heure actuelle, il joue championnat contre Lewis Hamilton. Je suis en train de mourir et j'ai pas d'eau. Donc il peut pas se permettre la moindre erreur. Lewis Hamilton, lui, c'est comme un... J'ai pas envie d'employer le terme un requin à l'affût parce que je suis un défenseur des requins. Et c'est un carnivore prêt à attaquer sa proie. Lewis. Donc la moindre faute, elle est très dangereuse. Il faut que j'arrête de mettre des E, je sais, j'en suis désolé. Je réfléchis beaucoup trop. J'en refais un, bien sûr, mais c'était le dernier, c'est promis. Dans le cas de Sergio Perez, départ 9ème, termine 4ème. Bonne perf, stratégiquement, je pense que c'était une bonne perf aussi. Revenu très fort sur l'aine de Norris. Non, plus 2, j'ai dit. Ça fait un blanc si je fais pas 2, c'est chiant. Des gros points de marqués pour Sergio Perez. D'un point de vue équipe, c'est d'énormes points encaissés pour Red Bull qu'on voit au-dessus passer devant Mercedes pour un petit point. Les fameux points qui comptent, les moindres points qui comptent. D'ailleurs, le point de Lewis dans le cas de figure fait en sorte d'être à 2 au lieu de. Enfin, à 1 point au lieu de 2 points d'écart. L'air de rien. Non, pas de E. Bonne performance donc, d'un point de vue équipe de la part des deux. Sergio est encore en dessous, je le dis, je le répète, du côté de chez Red Bull, il faut perf très vite. Il va pas falloir perdre de temps, Sergio, il a l'expérience, etc. Et puis dans tous les cas, j'ai le feeling que mentalement, il a la même approche que Helmut Marko, etc. qui sont tout le temps pressés à vouloir de la performance rapidement de la part de ses pilotes, à vouloir que Sergio soit... comment je peux dire ça, presque à hauteur de Max, qui soit son lieutenant, comme je le répète, hein, son bras droit, face à l'aspect stratégique en course, puisque la plupart du temps, jusqu'à maintenant, Max se bat contre deux Mercedes. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que Lewis Hamilton n'était pas là. Il avait Valtteri à gérer, mais Valtteri a disparu. Donc... pour le coup, Sergio, voilà. Mais ça n'empêche pas que partir 9ème, finir 5, il prend des points fort importants. Et je pense que du côté de la direction Red Bull, ça va leur faire plaisir. J'aurais peut-être aimé qu'ils montent sur le podium, mais encore une fois, à Monaco, c'est pas facile de doubler. Les F1 d'aujourd'hui, même si ces saisons sont un peu plus... Comment je pourrais dire ça, avec les changements du règlement... ça permet qu'elles se suivent un peu plus relais, mais pas... comment je pourrais dire ça,
pas. Elles peuvent se suivre, mais pas tant non plus d'une certaine manière, parce que la mécanique chauffe, les pneus, etc. C'est pas forcément évident suivre, même si c'est un peu plus évident. Donc on a vu que dans tous les cas, quand Sergio revenait sur Lando Norris sur la 3ème place, il a eu quelques coups de DRS dans la ligne droite, etc. Mais en fin de compte, on l'a vu redégringoler un peu parce que je pense que la mécanique souffrait. Et, dans tous les cas, même avec la zone de DRS qu'il y a à Monaco, c'est trop court et c'était impossible pour lui de passer un autre. Donc une 4ème place, c'est plutôt bon. Encore une fois, je répète, d'un point de vue équipe pour Red Bull, c'est pas mal de points encaissés. Première place au championnat constructeur. Max passe premier au championnat pilote pour 4 points sur Lewis Hamilton. Donc un bon week-end pour Red Bull de façon générale et ils lâcheront pas l'affaire. On sent que dans tous les cas, après 5 Grands Prix, on sent que la bataille ce sera eux deux. Si Max tient le coup jusqu'au bout, ça va se terminer peut-être à la dernière course à Abu Dhabi. Mais là, je ferai pas mon visionnaire, etc. Mais ça ressemble à ça pour l'instant dans tous les cas. On a ce feeling là. Puis on a aussi le feeling que jusqu'à maintenant entre Max et Lewis Hamilton, quand ils se sont croisés en course, c'était poli, c'était correct, c'était propre. Un petit peu avec les coups de sortie, notamment de la part de Max par exemple à Imola au premier virage, au 2ème virage. Et pareil pour Lewis face à Max, il me semble, au Portugal, j'ai un doute. Ou c'était Bottas sur Max, en tout cas. C'est musclé, mais ça reste propre. Mais on a le feeling qu'à un moment donné, ça va peut-être aller au clash potentiellement, avec un contact ou autre. C'est probable, quoi. Si ça reste aussi serré entre Red Bull et Mercedes, il y aura peut-être des étincelles à un moment donné ou à un autre. Et le jeu mental est très important aussi, en sport en général et en F1 particulièrement. On sait que c'est un mind game à la fois dans l'équipe avec ton coéquipier, mais aussi comme on le voit entre Lewis et Max, puis on le voit dans leur communication, dans les interviews, même si eux-mêmes s'attaquent pas particulièrement, mais ils jouent un petit jeu quand même. Par contre, au niveau des directions, Christian Horner, Toto Wolff, Helmut Marko du côté de Red Bull, etc. Ça s'envoie quelques pics et puis voilà quoi, pour peut-être déstabiliser mentalement. Pour l'instant, ça bouge pas des deux côtés en soi. Lewis était un petit peu en dessous. Par contre, ce week-end, on voit ça tout de suite. Donc Lewis Hamilton qui part 7ème sur cette course et termine 7ème. Valtteri Bottas part 3ème et abandonne donc dans ce Grand Prix de Monaco. Dans le cas de Lewis Hamilton, Mercedes voulait clairement miser sur une stratégie différente et audacieuse dans sa position en partant 7ème. Finalement, ils ont opté pour un truc genre Lewis est rentré beaucoup plus tôt que la plupart des gens devant, voire des gens en soft, en pneus les plus tendres. Pardon pour le E, je dois plus faire de E. Forcément, il était mécontent puisque ça a absolument. Comment je fais ça? Ça a plus condamné sa course que ça ne lui a apporté, puisqu'il est ressorti derrière Pierre. Je pense que. Est-ce que Pierre s'est arrêté dans le même tour? J'ai pas les infos, je pense. Je vais essayer de regarder sur le site de la F1. Si on peut le voir. Parce que Pierre ressort pile. Enfin, ressort pile devant lui. Et devant lui, quoi. Quand Lewis sort des stands. Pit stop summary. C'est de voir. Lewis s'est arrêté au tour 29, Pierre au tour 30. Il s'est arrêté un tour plus tard, il a jump Lewis donc. Il a jump Lewis, il l'a couvert quoi. Il a couvert Lewis, j'ai un trou de mémoire sur les circonstances, mais dans tous les cas, Lewis se retrouve pile derrière Pierre à la sortie. Pierre peut-être un peu de temps parce que Pierre a pas forcément ses pneus chauds, etc. Encore une fois, c'est difficile, voire impossible de doubler à Monaco avec les F1 d'aujourd'hui. Ça donne aussi dans ces circonstances-là que Sébastien Vettel jump aussi, il me semble. Hein. Il s'arrêtait un tour plus tard, Sébastien Vettel, et quand il ressort à hauteur de Pierre, on l'a vu dans la highlights. Et il passe Pierre au final.
Et Lewis se retrouve de nouveau stuck en 7ème place au lieu de jump l'Aston Martin et l'AlphaTauri au minimum, voire peut-être non, peut-être pas matcher Lando Norris, mais bon, bref. Dans tous les cas, ça a pas payé ses fruits, ça c'est frustrant, on l'a senti à la radio. Comme d'habitude, de façon générale, Lewis, sa frustration est en permanence, qu'il soit en premier ou je sais pas combien pendant la course, il manifeste un certain mécontentement. Des fois avec les pneus, généralement avec la stratégie qu'il lui est proposée, etc. Là pour le coup il y avait peut-être pas totalement tort et dans tous les cas ça a pas porté ses fruits la tentative de Mercedes. Je sais pas si c'était ça leur stratégie d'essai de rentrer plus tôt etc. Mais ça n'a clairement pas payé. Dans le cas de Valtteri, ben Valtteri a fait preuve d'une malchance légendaire bien sûr comme d'habitude. Ça n'arrive qu'à lui chez Mercedes, c'est incroyable. Il part troisième, deuxième puisque Charles donc ne prend pas le départ. Il jump presque max au départ, j'en ai parlé précédemment dans le cas de Max. Il joue max tout le long du premier relais. En fait, il le joue, je veux dire par là, il est pas forcément largué, il est pas forcément dans le non plus, mais il suit quoi, entre guillemets. Arrive le pit stop, et le pit stop, comme je l'ai répété pour moi, et puis on l'a vu dans les highlights, et je pense que c'est un peu plus logique. L'écrou s'est grippé en fait, est venu souder à la jante, avec les freins d'une F1 qui peuvent varier autour des 1000 degrés. Donc à Monaco, je suis pas sûr que ça atteigne vraiment 1000 degrés, mais possible quand même quoi. Il y a beaucoup de phases de freinage, etc., répétées, etc. Les freins prennent forcément température. Je pense que donc l'écrou est venu souder à la jante quand le pistolet est venu s'ancrer sur comment dire, sur l'écrou entre guillemets quoi, sur la fixation. La fixation n'a pas bougé au moment de la mise en route du pistolet, ça a comme rongé l'écrou et c'était fini quoi. Globalement la roue pouvait plus sortir et ça a donné l'abandon de Valtteri. C'est une énorme malchance, il aurait pu marquer des gros points, finir devant Lewis Hamilton, mentalement aussi c'est important. Lui qui souffre de cette image de bon toutou de Lewis Hamilton, même si dans tous les cas c'est pas qu'une image, il est clairement le numéro 2 dans l'équipe. Et pour le coup il pouvait faire sa propre course et finir devant Lewis et un manque de chance pour lui, il y a eu cette mésaventure là. Très dommage pour Valtteri, vraiment pas chanceux décidément, c'est terrible. C'est terrible. On va se regarder. Bah, on va se regarder les classements en fait. Classement pilote, même si vous les voyez défiler au-dessus, on va les relire très rapidement. On va se mettre comme ça. Hop, hop. Et puis on va faire ça. Ouais. Donc, classement pilote avec Max Verstappen qui passe premier, 4 points devant Lewis Hamilton à 101 points. Lando Norris 3ème, toujours 3ème Lando Norris avec 56 points, 11 points d'avance, 9 points d'avance. Je suis nul en matin. 9 points d'avance plutôt sur Valtteri Bottas qui marque aucun point donc. Sergio Perez 5ème, 44 points avec l'autre Red Bull. Charles Leclerc 6ème, 40 points. Carlos Sainz 7ème, 38 points, 2 petits points derrière son teammate. Daniel Ricciardo bloqué à la 8ème place avec 24 points. Pierre Gasly 9ème, 16 points. Esteban Ocon 10ème, 10 points. On voit qu'il y a quelques positions au classement pilote, enfin, beaucoup de positions où c'est très serré en termes de points. Puis on le voit avec Sébastien Vettel 11ème que vous pouvez être à 0 points un week-end et puis le week-end après prendre 10 points d'un coup. Sébastien Vettel qui devait bien être autour de la 14-15ème place et il prend 5 places à peu près au championnat d'un coup. Passe devant son teammate en une fois, Lance Stroll donc 12ème avec 9 points, Fernando Alonso 13ème avec 5 points, Yuki Tsunoda toujours bloqué à 2 points à la 14ème place, Antonio Giovinazzi qui marque son premier point au championnat et qui se retrouve 15ème. Là, bien sûr on retrouve Kimi Raikkonen, George Russell, Nicolas Latifi. George Russell, Nicolas Latifi clairement qui passe devant une voire les deux Williams d'un coup, les deux Haas pardon d'un coup. Nikita Mazepin toujours bloqué à la 19ème, à la 20ème place pardon, puis Mick Schumacher qui a rétrogradé je pense d'une place ou deux, je pense une place par rapport à Nicolas Latifi, championnat. Du côté des constructeurs, pif. Donc Red Bull qui passe devant Mercedes pour un petit point,
148 points donc pour Mercedes. McLaren toujours 3ème avec 80 points, 2 petits points d'avance devant Ferrari, c'est très serré là aussi. Là derrière il y a un écart avec Aston Martin à la 10ème place, mais c'est aussi serré dans le midfield avec Alfa Romeo avec 18 points, donc un point en dessous d'Aston Martin, et un point encore en dessous, 17 points pour Alpine à la 7ème place. En dessous décroché bien sûr Alfa Romeo qui vient de marquer son premier point ce week-end, Williams et Haas ferment les marches avec 0 points. C'est serré aussi entre les 3 derniers. Ça va être la bataille pour les moindres points en bas. Puis ça compte, bien sûr. Hein, entre finir 9ème, 8ème, 10ème, là, ça a son importance là aussi. Voilà pour ça. Là, on va se regarder un peu vite fait les quelques highlights. Pas les highlights, pardon, mais les quelques news vite fait. On va faire une petite revue de presse de ce qui s'est passé. Lors des 2 dernières semaines dans l'actualité F1. Et puis après éventuellement si vous avez des questions, bah d'ailleurs si vous avez des questions même en général, n'hésitez pas à vous exprimer, si vous voulez donner votre ressenti, etc. Que ce soit par rapport à l'émission ou à la F1 en elle-même, etc. N'hésitez pas, bien entendu. Puis vos questions avec plaisir. Si c'est des questions techniques, j'y répondrai du mieux que je peux, même si j'ai pas connaissance approfondie non plus. Donc la presse F1 entre guillemets. On va aller chez nos amis de chez motorsports.com. Alors là je vois live l'annonce de McLaren avant le Grand Prix de Monaco. Annonce spéciale. Alors ça c'est par rapport à la livrée qu'on voit au-dessus. Bien sûr, hein, la livrée McLaren, elle a été différente pour ce week-end spécifiquement pour souligner un partenariat très ancien entre la marque, entre l'équipe McLaren, la marque McLaren et le pétrolier Gulf en fait. Donc la voiture a viré au bleu un peu turquoise, bleu très pâle et orange, ce qui était globalement à une période justement de ce fameux partenariat, les couleurs McLaren, puisqu'on la voit en dessous cette saison, la McLaren est d'un bleu un peu plus... Bon, je peux dire ça. D'ailleurs c'est une inversion de couleur, hein. C'est le bleu foncé est devenu orange et plus ou moins. C'est pas tant une inversion, mais bref. Le bleu foncé est devenu bleu pâle, et etc., etc. Très belle livrée en passant. Je sais pas s'il y a un article là-dessus, on va peut-être le voir après. On voit Williams qui déclare George Russell a un potentiel très proche d'Hamilton. Ça fait quelques années qu'on le sent que George Russell c'est un talent certain. Comme je le disais tout à l'heure, d'une certaine manière, c'est un peu maladroit de comparer un pilote à un autre, etc. Comme comparer un tennisman à un autre ou un footballeur à un autre. Pour autant, on l'a vu performer la saison dernière, George Russell pour un Grand Prix avec Mercedes. Il a surclassé Valtteri Bottas qui est habitué dans cette même Mercedes. Pour moi, il surperforme avec une Williams qui est pas forcément mauvaise cette saison, mais pas non plus génial. Il me semble qu'en 5 Grands Prix cette saison, il a fait 5 fois passage en Q2. Il a frôlé une fois la Q3, il me semble aussi. Donc la fin des qualifications, pour expliquer un peu vulgairement. C'est une grosse perf. À Monaco, c'est quand même assez intéressant aussi. Passer en Q2 avec une Williams, je sais même pas si ces dernières années c'est arrivé, enfin depuis 2-3 ans. En tout cas, c'est certain que George Russell a un gros potentiel, voire un niveau de futur champion du monde à la manière de Lando Norris ou d'autres. Maintenant, malheureusement, ça c'est de la communication, etc. Mais à l'heure actuelle, George Russell est un produit Mercedes, est un pilote Mercedes en soi. Dans l'idée, son futur serait chez Mercedes. À l'heure actuelle, Lewis Hamilton est en place, même s'il a signé une extension de contrat que pour cette saison jusqu'à maintenant. On sait qu'au cours des prochains mois, il va négocier avec Mercedes pour prolonger. Lewis Hamilton, c'est quasiment certain. Il a aucune raison de s'en aller, je pense, de mon point de vue à moi. Il a aucune raison de s'en aller. Dans le cas de Valtteri Bottas, c'est toujours pareil chaque saison pour Valtteri Bottas. On lui demande, comme Sergio Perez chez Red Bull, d'être un bon lieutenant pour Lewis Hamilton, de marquer des gros points
et venir se rapprocher de Lewis pour perturber les stratégies notamment de Red Bull, comme c'était le cas avec Ferrari par des saisons précédentes, de quelques saisons précédentes. Valtteri contre-perf beaucoup. Là ce week-end, il était quand même en train de perf, là, à la deuxième place. Bad luck pour lui, ce qui est arrivé avec sa roue soudée, entre guillemets, non détachable, sa roue avant gauche. Avant droite, pardon. Si on a un des deux chez Mercedes qui est plus en danger, c'est un peu plus logique, c'est Valtteri. Maintenant, Mercedes sont dans une logique que ça fait plusieurs saisons que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton sont coéquipiers chez Mercedes. Malgré tout, Valtteri marque des points conséquents chaque saison et il permet aussi, conjointement avec Lewis Hamilton, de valider 7 championnats du monde constructeurs d'affilée. Donc ils sont pas dans la logique, je pense, d'évincer Valtteri à l'heure actuelle, tout en sachant que forcément, je pense qu'ils ont pas envie de faire un duo de deux Britanniques, George Russell et Lewis Hamilton. Yo, ça va quoi? Ils ont pas forcément envie de faire un duo George Russell et Lewis Hamilton pour la simple et bonne raison que, comme on est en train de l'expliquer, George Russell a un potentiel de futur champion du monde. Lewis Hamilton est champion du monde en place, et puis quel champion du monde? Bah oui, ça va, merci. Ils peuvent pas risquer ça en fait. Là, ils sont bien à l'heure actuelle parce qu'ils ont un premier pilote établi, ils ont un second pilote établi. Valtteri marque des points quand même, il contre-perf et il marque des points quand même, comme je le disais précédemment. Il permet à Mercedes jusqu'à maintenant d'engranger les championnats du monde constructeurs malgré tout. Et ils ont vécu Mercedes en 2016-2015, comment je peux dire ça? Des saisons on ne peut plus tendues avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, où ça se rentrait dedans, ça se crachait en course, etc. Le climat devait être sûrement des plus détestables, comme à une époque avec Ayrton Senna et Alain Prost, etc. C'est des situations qui sont très compliquées à gérer pour une équipe. C'est mettre deux mal à alpha ensemble, pardon, qui vont s'entrebouffer la gueule. Donc je pense qu'à l'heure actuelle... Salut, ça va et toi? À l'heure actuelle, dans tous les cas, à moins que Lewis Hamilton décide de prendre sa retraite à la fin de la saison, ce qui me semble, malgré l'âge qu'il a, etc., ça me semble absolument impossible que ça arrive. Qui prenne sa retraite, il est dans une équipe qui fonctionne. 2022 c'est un règlement différent, mais je pense malgré tout que Mercedes vont pas se retrouver largués d'un seul coup parce que le règlement technique, les voitures vont quand même fondamentalement changer, mais je pense malgré tout que Mercedes ça restera une force, voire la force du plateau, la première force du plateau. Donc je vois pas pourquoi lui se partir en retraite. Ce serait, je pense, la seule manière pour que George Russell progresse. Après, aller voir ailleurs pour George Russell, Aston Martin, qui est assez proche de Mercedes. Sébastien Vettel, Lance Stroll. Sébastien Vettel, jusqu'à ce week-end, était beaucoup en dessous. On pouvait se dire peut-être qu'à un moment donné, Seb va en avoir marre parce que ça fait plusieurs saisons qu'il est en dessous. Et comment je pourrais dire ça? Mentalement, etc., qu'il est au fond du trou, etc. Ce week-end, il a démontré que pif, ça pouvait revenir avec sa belle 6ème place, 5ème place, j'ai déjà oublié, au Grand Prix de Monaco. 10 points de marqué d'un seul coup, quoi. Lance Stroll, je pense pas qu'il sera débarqué de chez Aston Martin. Je vais miser sur le fait, entre autres, que son père est propriétaire de l'équipe, enfin de la marque Aston Martin et de l'équipe Aston Martin F1, donc virer le fiston, même si à un moment donné, je pense que s'il contre-perf vraiment, Lance Stroll, son père, il va pas, à mon avis, il va quand même se dire, moi je veux gagner de l'argent, une équipe de F1 c'est un gros investissement. Il va quand même se dire, si son garçon contre-perf, etc., tu me fais perdre de l'argent, ça dégage. Mais à l'heure actuelle, Lance Stroll n'est pas non plus... Bon, je vais dire ça. Il est pas tant contre-perf, jusqu'à maintenant, il est quand même bien, notamment par rapport à Sébastien Vettel.
l'année dernière, il était bien aussi, Lance Stroll, hein. Il a signé une première place en qualification en Turquie, etc. Il a fait des bonnes perfs, il a failli gagner le Grand Prix de Turquie. Malheureusement entaché par la stratégie d'équipe, voire sa stratégie à lui. Et voilà, je pense que pour George Russell, ça semble boucher quand même pour 2022, etc. Je vois pas bouger de chez Williams. Je pense que Williams devrait le garder. C'est ce que Claire Williams, la fille du fondateur de l'équipe, souhaitait. C'est ce qu'elle avait déclaré notamment sur Netflix il y a 2 saisons, il me semble. Elle disait, elle voyait très bien que George Russell avait un gros potentiel, un potentiel de champion du monde, un potentiel pour rouler dans une équipe comme Mercedes, etc. Puis elle disait c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on a des bons pilotes, ils s'en vont voir ailleurs parce que Williams malheureusement est comment dire, depuis le début de l'ère hybride en 2014, enfin, à l'exception de 2014 ou 2015 où ils étaient bien, ça s'est effondré d'un seul coup. Forcément, les pilotes s'ils veulent gagner des courses et pas jouer des 15e, 16e, 18, 19, 20e places. Donc elle sentait logiquement que lui aussi il allait partir ailleurs. Maintenant, encore une fois, là à l'heure actuelle c'est bouché pour George Russell. C'est peut-être le temps de dire à George, reste avec nous. Le règlement 2022 va changer, allez savoir où est-ce que se retrouvera Williams en 2022. Est-ce que Williams va pas jouer des top 10 en 2022? C'est une probabilité, tout est possible. Donc voilà, c'est ça. Pour moi, je pense que dans tous les cas, pour George, c'est bouché. Donc voilà pour son cas à lui. Red Bull s'est éloigné de Nico Hülkenberg après la victoire de Perez. Pour rappel, en fin de saison 2020, il était très clair que Alexander Albon, alors chez Red Bull, comment dire, avait sa place comme, alors, on va dire en sursis jusqu'au dernier Grand Prix de la saison 2020, mais on sait chez Red Bull que encore une fois il faut perf ou ça dégage, et avant même le Grand Prix d'Abu Dhabi, d'ailleurs il me semble que les discussions avec Sergio Perez ont eu lieu à Bahreïn, il me semble. Quelque chose du genre. Donc avant la dernière course de la saison. C'est dire. Nico Hülkenberg était pressenti pendant un certain temps. Nico Hülkenberg qui est passé par Force India pendant longtemps, devenu en Racing Point et maintenant Aston Martin. C'est très long à raconter. Passé par Williams aussi, Nico Hülkenberg il me semble. Oui, je confirme. Ma mémoire se remémore. Il a fait 3 remplacements la saison dernière, Nico Hülkenberg, à cause du Covid. Sergio Perez a contracté la Covid en Grande-Bretagne, enfin, dans la période du Grand Prix de Grande-Bretagne. Lance Stroll, le deuxième pilote Racing Point, donc Perez et Stroll étaient pilote Racing Point la saison dernière, les deux ont contracté le Covid, avec quelques temps d'intervalle. Il s'est retrouvé à faire 3 remplacements, puisque Perez il avait fait 2 Grands Prix de Grande-Bretagne à une semaine d'intervalle. Et il fallait qu'il reste comme confiné, etc. Et puis qu'il obtienne des résultats de tests négatifs pour participer. Et pour le deuxième Grand Prix de Grande-Bretagne, il était tout le temps pas safe, globalement. Pardon. Il me semble, c'est soit sur le premier remplacement, sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 1, par le Grand Prix du 70e anniversaire en Grande-Bretagne. Mais Nico Hülkenberg, en découvrant la voiture, a signé une 3ème place en qualification. Je suis en train de mourir, hein, vous m'excuserez. Il signe une 3ème place donc, en qualification avec une voiture qu'il connaît pas. Il fait une bonne perf, il me semble. Il y a le premier Grand Prix de Grande-Bretagne où malheureusement il participe pas parce qu'il y a un problème technique sur sa voiture. Et puis il me semble le remplacement de Lance Stroll se passe très bien aussi. Encore une fois, il découvre la voiture sur 3 courses, il fait d'excellentes perfs, Nico Hülkenberg, et là rapidement, Alex Albon lui était déjà... ça commençait déjà à se tendre chez Red Bull, ça va très vite, je le rappelle, chez Red Bull, s'il n'y a pas les performances qui se montrent. Donc ça commençait, je pense, très rapidement à parler entre Nico Hülkenberg et Red Bull pour le remplacement d'Alex Albon. Et puis en fin de saison, Sébastien Vettel se retrouve à officialiser le fait qu'il va rejoindre Aston Martin la saison dans notre saison 2021.
qui était donc Racing Point, et donc Sergio Perez se retrouve sans siège à la fin de la saison 2020. Et dans le même temps, Sergio Perez gagne le Grand Prix de Bahreïn avec sa Racing Point. Et rapidement, forcément, avec l'expérience qu'a Sergio Perez, signe sa première victoire en 10 ans, donc ça s'est fait très vite. Ils se sont tournés vers Sergio Perez qui vient de signer une victoire plutôt que Nico Hülkenberg qui avait plusieurs mois auparavant a fait quelques perfs, mais sans plus entre guillemets quoi. Mais quand même des bonnes perfs. Donc c'est le fait qu'il se soit éloigné de Nico Hülkenberg, c'est un peu plus logique dans tous les cas. Maintenant, à l'heure actuelle, Sergio, je l'ai dit plusieurs fois ces dernières semaines et encore tout à l'heure. Aujourd'hui, il a fait une perf relativement correcte, il marque des gros points, il finit 4ème. Red Bull passe devant en championnat constructeur. Aussi grâce à sa participation du jour, avec tous ses points amassés. Je pense que ce week-end là qu'on vient de vivre, il va parler pour Sergio, mais il va pas falloir s'arrêter là, il va falloir qu'en Azerbaïdjan il rempile, etc. Ça n'empêche pas qu'en qualification ce week-end il était encore loin derrière Max, on lui demande de se rapprocher de Max sans être devant lui, mais vraiment s'en rapprocher pour épauler Red Bull dans sa bataille stratégique en course contre Mercedes. À l'heure actuelle, c'est pas trop ça quoi. Donc il va falloir que ça accélère du côté de Sergio parce qu'il va vite se faire souffler dans les ronches. Justement, on parlait de Valtteri il y a 2 secondes à propos de George Russell, et là on voit un article. Valtteri Bottas espère une décision sur son avenir d'ici l'été. J'ose pas cliquer parce que ça dérègle ma page à chaque fois. Valtteri Bottas compte sur Mercedes pour l'informer de son avenir en août au plus tard. Alors ça c'est intéressant quand même, parce que à l'heure actuelle, c'est vrai que Valtteri Bottas est habitué à signer des contrats chez Mercedes quasiment à l'année. C'est des renouvellements chaque année. À mon avis, c'est simple comme bonjour, c'est que Mercedes fait évaluer sa perf sur une saison, et donc ils attendent pour la saison d'après de voir comment se passe la saison en cours. C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois, je pense, depuis qu'il est chez Mercedes. En revanche, mais bon, comme je l'expliquais avant, il n'y a pas de raison que ça change du côté de chez Mercedes, encore une fois. Mais allez savoir. À savoir. Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent pas discuter? C'est con à dire, c'est assez débile comme réflexion, mais elle est bizarre cette musique, on va s'endormir. Ils peuvent très bien... comment dire, discuter avec George Russell qui produit Mercedes. Toto Wolff aller voir George puis lui dire: tu viens chez Mercedes, mais t'es le bras droit de Lewis, tu joues pas Lewis, tu joues pas le championnat du monde, ou vous voyez quoi, je veux en venir. Être un bon bras droit pour Lewis, meilleur bras droit que Valtteri, même si Valtteri encore une fois il marque des gros points par saison quand même. Il a fini à quelques reprises, il me semble, vice-champion du monde. Et que Mercedes est un peu au-dessus de tout le monde en général. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas n'importe qui parviendra à ça non plus. Et je pense que George Russell y arriverait facilement, et de mon point de vue, j'imagine que P1, P2 en permanence, Russell, Hamilton, ça se ferait aisément, mais ça ferait des étincelles comme je disais précédemment. Donc je doute fort que ce soit la stratégie de Mercedes, à moins que Lewis Hamilton renouvelle pas son contrat et prend sa retraite, et comme j'ai dit précédemment, ça me semble impossible. Il a encore faim, le garçon, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Alors ça, on s'en fout. Lando Norris être le leader de McLaren en F1 est mon objectif. Mais tu l'es clairement, garçon, dans tous les cas, puisque Daniel vient de débarquer. C'est le cas. En termes de performance, il lead aussi McLaren. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Il vient de, je le répète, il vient de renouveler son contrat d'ores et déjà, Lando Norris, à l'entame du week-end à Monaco, pour 3 saisons. McLaren savent très bien qu'ils tiennent un talent pur, un talent brut. Je le disais tout à l'heure, je me contredis un peu, mais peut-être que McLaren ont le feeling de retrouver en Lando Norris qu'ils ont
trouvé à l'époque, même si c'était pas les mêmes personnes à la direction, etc., mais avec Lewis Hamilton, qui était un produit McLaren. Dans tous les cas, il n'y a pas de raison de ne pas renouveler Lando Norris. En 5 courses, il a fait 2 podiums. Comme je disais tout à l'heure, à l'exception du Grand Prix précédent, il n'a pas fait en dessous de P5. Il fait 3ème ce week-end à Monaco. Solide. Solide le jeune bonhomme là, et c'est un peu plus logique que McLaren le renouvelle, bien entendu. Vettel n'a aucun conseil pour Verstappen. Lewis m'a battu. Ok, on va pas le regarder l'article, mais bon, c'est un peu plus clair. Perez Antanana, ça c'est libre, on s'en fout. On s'en fout. Yuki Tsunoda a perdu la tête dans l'espace. L'éclairage cherché une remise à 0 au Grand Prix de Monaco. Avoir perdu la tête en Espagne. Bah, c'est pas. Comment je peux dire ça? Ça c'est pas. Je vais pas dire que ça c'est pas. Ça a pas empiré à Monaco, mais ça s'est pas amélioré pour autant pour Yuki. Puisqu'il était parti 16, il a terminé 16ème. Donc bon. Par rapport à Pierre Gasly, il est clairement perdu dans tous les cas. Il est clairement perdu. Il y est pas encore quoi, avec l'AlphaTauri clairement, Yuki Tsunoda. Alors là je vois aussi Alpine et Esteban Ocon en discussion pour déjà en discussion pour un contrat 2022. Esteban fait des bonnes perfs, hein. Donc ce serait logique que Alpine, Renault, le renouvelle. Même si ces derniers temps on entendait parler supposément d'un rapprochement entre Pierre Gasly et Renault, Alpine. Français, un autre français chez Alpine. Même si on a pu le voir au début du week-end, Esteban Ocon et Pierre Gasly, faut savoir qu'ils s'apprécient pas. Je pense humainement, etc. etc. Les deux Français s'apprécient pas. Donc je vois très mal une association Esteban Ocon Pierre Gasly chez Alpine. Ça ferait 2 pilotes français chez une équipe française. Ce serait beau sur le papier, mais encore une fois les deux garçons sont pas forcément bons amis. Et, je pense que ça ferait pas bon ménage. Maintenant je peux me tromper, hein. Si Fernando n'est pas content ou à l'inverse, si Alpine tout simplement n'est pas content de ce que va apporter dans la suite de la saison Fernando Alonso, qui pour l'instant est en dessous, découvre la voiture, je répète, après quasiment 2 ans d'absence en F1. Et c'est très peu probable que Alpine associe les deux Français ensemble, quoi, je pense. Hamilton surpris par des Ferrari vraiment fortes à Monaco, bah écoute, Lewis, moi aussi, et tout le monde a été un peu, je pense, de voir Ferrari aussi en forme à Monaco. Même si cette saison la Ferrari est bonne, le moteur Ferrari a pris un step incroyable. Pour autant, de là à penser que Charles Leclerc ferait premier par exemple aux qualifications, et Sainz 4, voire, encore une fois, s'il n'y avait pas eu le crash en fin de qualif de Charles, peut-être même jouer P1, P2 pour les deux Ferrari. Ouais, moi aussi, surpris, cher Lewis. Surpris tout autant que toi. Verstappen, Red Bull est très faible par rapport à Ferrari, c'est faux. Même si Ferrari semblait au-dessus de tout le monde, c'est vrai, mais le rythme en course était peut-être un peu différent, et je pense quand même que Red Bull en course est au-dessus. Ferrari très proche d'être une vraie menace à Monaco. Bah, ils l'ont été, on peut confirmer. Lewis Hamilton qui se plaint du format du Grand Prix de Monaco, sûrement de par le fait que c'est un peu un... C'est tout un challenge de pouvoir faire un tour lancé en qualification par exemple, étant donné les 3 tests et la longueur de la piste, etc. Il y a eu quelques bouchons aux essais libres. En qualification, des fois c'était tendu aussi pour avoir un tour clair. Pour le reste, bon. Au final, le format des qualifs n'a pas changé. Dans l'ensemble, ça a été quoi, j'ai envie de dire. Puis y a pas de raison que ça change. Hein. Si Lewis peut réclamer ce qu'il veut, ça a tout le temps été comme ça. Et puis voilà, ça fait partie du challenge, faut savoir gérer ça aussi. Sébastien Vettel, oui, qui s'était plaint pendant les essais libres, pendant les qualifs, qui avait l'impression qu'il avait un œil qui était en train de saigner. Bon,
Finalement, c'était pas le cas, hein, mais il y avait un souci à l'œil, hein, pour un pilote de F1, avoir des soucis aux yeux, vous imaginez, dans les rues de Monaco, c'est peut-être pas le meilleur truc. S'en est bien sorti Seb au final tout le long du week-end, fini 5ème en course, hein, il me semble. J'ai vraiment pas de mémoire. Bref, première grosse perf de Seb, enfin, mentalement pour lui ça va lui faire du bien comme je le disais tout à l'heure. Ça on s'en fiche. Ah oui, les tests d'aileron, mais ça ce serait trop technique à expliquer, donc on va passer ça. Juste dire que Red Bull était dans le collimateur des instances parce que l'aileron arrière avec je sais pas si on voit pas mon pointeur malheureusement, mais là où c'est marqué Honda sur la Red Bull, là, à moitié peinte de verte, l'aileron arrière est très souple, trop souple par rapport à ce que le règlement. Visiblement, ils vont refaire des tests d'aileron justement la FIA par rapport à ça. Puisque McLaren et Mercedes s'étaient plaints par rapport à Red Bull et par rapport, je pense, à Alfa Romeo qui était un peu dans le même cas de figure. Pourquoi les ailerons veulent des ailerons plus flexibles? Ok, ok, d'accord. Donc certaines équipes sont pour et les autres sont là genre c'est un avantage. Apparemment ce serait un avantage de quelques dixièmes mais bon. Bref. Carlos Reutemann qui est sorti de l'hôpital, ancien pilote de F1. J'ai pas envie de m'attarder là-dessus, je m'excuse pour toi Carlos mais voilà. La 3ème place, 5 rangs trop haut pour Aston Martin, totalement vrai. Verstappen déstabilise Hamilton, voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Ça, c'est une guerre des nerfs, une guerre psychologique entre la communication McLaren, la communication Red Bull et la communication Mercedes. La saison s'annonce forcément tendue entre les deux équipes. Je rappelle, vous le voyez au-dessus le classement, hein. Avec les résultats du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen est passé d'un point devant Lewis Hamilton, je crois, au championnat pilote. Et je crois que c'est 2 points d'écart entre Mercedes et Red Bull. Red Bull qui est passé en tête au championnat constructeur ce week-end aussi. On va voir là avec le championnat constructeur. Donc forcément, il y a une guerre des nerfs qui va commencer à s'instaurer. Enfin, qui a commencé à s'instaurer depuis un petit moment maintenant, forcément. GG Gamora pour ton niveau 20. Bonjour à toi. Reste dans l'ombre. Ouais, cette proximité, ce challenge permanent en fait, d'une course à l'autre va faire en sorte que de plus en plus les communications comme ça vont s'intensifier. Du côté de Max Verstappen et Lewis Hamilton eux-mêmes, eux vont plus... Bon, je pourrais dire ça. Ils sont dans le respect mutuel, déjà c'est une certitude. Et je suis pas sûr qu'eux veulent rentrer dans un jeu comme ça, même si en piste on sent qu'il forcément psychologiquement en piste ils vont faire certaines choses, etc. On l'a vu avec c'était Barcelone, le Grand Prix d'avant, je viens de me souvenir, alléluia, à la fin de l'émission. On l'a vu à Barcelone où Lewis Hamilton pousse fort, revient sur Max, le fait taper dans ses pneus, rentre au stand, etc. Il provoque certaines choses pour déstabiliser à la fois Red Bull du côté des stands et Max en piste. Donc eux ils font une guerre psychologique mais en piste à proprement parler, dans ce qu'ils doivent faire, pas dans les médias, et c'est Christian Horner, le directeur, comment on pourrait dire ça, team principal de Red Bull et Toto Wolff, etc. Peut-être chez Mercedes qui se livre une guerre des mots dans la presse en général, quoi. Ça va être tendu jusqu'au bout dans tous les cas. Alfa Romeo allait sans principauté, bah oui, là aussi moi personnellement j'étais assez surpris de les voir plus haut, en tout cas autour de la 10ème place, puis Antonio Giovinazzi ramasse le seul point pour l'instant de la saison pour Alfa Romeo avec sa 10ème place aujourd'hui. Donc bon, incroyable. Incroyable. Ferrari qui a ramassé un test pneumatique avec Pirelli qui était censé être destiné à Mercedes. Puis on voit que... comment dire, Pirelli offre une bourse de 400 000 $ pour réaliser ça. Alors là, je trouvais ça incroyable. Mazepin n'a jamais été aussi heureux. Quoi? À Monaco, Mazepin n'a jamais été aussi heureux de l'année. Bah, faut dire qu'il n'a pas été ridicule par rapport à Mick Schumacher, hein, fils du fameux Michael. Donc. Pardon. Il a fini devant lui en course. Je remets des E partout, hein, c'est infernal. Donc il a pas été ridicule, il a pas fait d'erreur en tant que tel, hein. On lui crache souvent dessus à Nikita Mazepin, faut rappeler qu'à son premier Grand Prix en F1, donc
Premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, il se met dans le mur après 2 virages. Il a fait quelques dingueries par-ci par-là. À Monaco, il en a pas fait, puis il vaut mieux pas en faire, on sait très bien pourquoi. Il a été propre tout le long du week-end dans l'ensemble. Nikita Mazepin, il me semble pas qu'il ait fait d'erreurs manifestes. Il me semble pas que là en course, quand il se faisait doubler, il était si réticent que ça à laisser passer la personne qui lui prenait un tour, etc. Qui a été très propre. Il est peut-être aussi dans la quête de se racheter une. Comment dire? De se racheter. On peut dire ça, mince. Une réputation, on pourrait dire. Du fait, il faut savoir que comme Lance Stroll, Nikita Mazepin souffre du fait que son père, qui est quand même un homme d'affaires russe assez blindé d'argent, a injecté beaucoup dans Haas. Ural Kali, c'est lui, quoi, globalement. Donc forcément, il a placé son fiston chez Haas. Et donc il souffre de ça, bien sûr. Le fait qu'il ait accédé à la F1 par l'argent de son père. Et la F1 c'est de l'argent, faire sa place en F1 c'est de l'argent. Chaque pilote en soi se fait booster en argent d'une manière ou d'une autre. N'importe quel pilote d'ailleurs. Et bien sûr, Lance Stroll, son père est un riche homme d'affaires canadien. Il a placé son fiston chez Racing Point qui est maintenant Aston Martin. Et pareil donc pour Mazepin en soi. Certains détestent, moi je me dis malheureusement les choses sont ça et puis est-ce qu'on peut reprocher à un père de permettre à son fils de faire le métier entre guillemets enfin pas entre guillemets c'est un métier il souhaite quoi. Après il faut le talent etc mais encore une fois ce week-end il a pas été ridicule quoi. Il peut être heureux de son week-end à Monaco je confirme. Un aimant arrière flexible vaudrait 5 dixièmes au tour, donc c'est ce que j'expliquais, c'est conséquent 5 dixièmes au tour. Une demi-seconde là en F1 c'est très important. Faut imaginer le gain que Red Bull etc ont avec cette histoire. Forfait pour les qualifs, Mick Schumacher qui a éclaté sa Haas à la fin des essais libres 3 samedi matin. Charles Leclerc en pole dans le mur etc, le départ. Inquiet pour sa mécanique mais il peut l'être puisque sa boîte de vitesse à Charles va lâcher avant de se placer sur la grille aujourd'hui. Abandon je le rappelle pour Charles avant même de prendre le départ. Gasly halluciné par le bond en avant de Ferrari, ben écoute, ouais c'est un sacré bond en avant, faut savoir que la saison dernière Ferrari jouait 17ème, 15ème place. Pénalisé sur le moteur entre guillemets je pense par la FIA même si ça a été tenu secret etc. Là le moteur il a fait un gros step etc. Plus pénalisé. Je pense que la voiture en général est bien née aussi et ça donne ce que ça donne. Donc Pierre, je suis totalement waouh. Ferrari c'est waouh. C'est le gros step up de la saison en tout cas. Victoire hors de portée pour Hamilton après un désastre. Oui, elle a été hors de portée, je te confirme. Bottas est dégoûté de voir la pole s'échapper, oui. Verstappen sans que la pole l'a privé du drapeau rouge. Bien sûr que Bottas, Sainz, Leclerc, Verstappen pouvaient jouer la P1, ça s'est pas fait par rapport au crash de Charles Leclerc. N'y voyez pas de complot ou autre. Ceux qui sont vraiment fans de longue date, là, n'y voyez pas Michael Schumacher, justement à Monaco il y a plusieurs années. Il s'était mis volontairement dans le... Pas de dégâts sérieux sur la boîte de vitesse de Charles Leclerc. Si. Puisqu'il n'a pas pris le départ. Ça ne suffira que d'avoir manqué la pole. Que en qualif on s'en fiche. Récompensé d'une Q3, Antonio Giovinazzi a un week-end très costaud au-dessus de Kimi Raikkonen, donc donc voilà quoi. TV gratuite versus TV payante. C'est marqué Prime donc on pourra pas le lire, faut payer. J'ai pas envie de payer. Je lis vite fait le petit truc là. De nombreux pays voyant les audiences TV montent en flèche par rapport au duel Hamilton-Verstappen. C'est bien pour la F1, pourvu que ça dure jusqu'au bout, parce que moi en tant que fan, j'y prends beaucoup de plaisir, même si une course comme Monaco, on n'a pas vu de dépassement, etc., stratégiquement, etc., la guerre des nerfs et tout, c'est forcément fascinant, puis quand je roule à Monaco pendant 2 heures, c'est
toute une performance, quoi. C'est assez extraordinaire, quoi qu'on en dise, que ça paraît pas super vite, etc. C'est rouler à 300 km/h sur une route à Monaco, et puis venez m'en parler. Leclerc conserve sa boîte de vitesse et sa pole. Ouais. Les calculs de la part de Ferrari. Ricardo doit se rajuster. Ouais, c'est son meilleur tour en F1. Ocon croit au point à Monaco, ben Esteban, il est visionnaire parce qu'il partait hors des points, il finit 9ème. Ok, donc même avec 20% de chance de finir, il aurait quand même couru avec sa boîte finie, ce que je comprends. Bah, écoute, vu ce qui s'est passé, moi à ta place j'aurais changé de boîte. Hein. C'est quand même un gros calcul. Bottas regrette une grosse erreur de Mercedes dans les stands. Je pense pas que ce soit un problème de Mercedes. Hein. Pour moi, l'écrou de sa roue est venu souder à la jante avec les 1000 degrés des freins. Sébastien Vettel est le pilote du jour à Monaco. Ben écoute, il fait une 5ème place avec une Aston Martin qu'on voit nulle part. Ses premiers points de la saison, encore une fois. Prend 5 places au championnat du monde. Il a un grand sourire d'ailleurs, Seb, hein, sur la photo. Mérité, hein, ce vote du public. Faut rappeler que le titre de pilote du jour, c'est les fans qui votent pendant la course. C'est un peu plus logique. Verstappen veut toujours gagner à Monaco. Ben, pour n'importe quel pilote de F1, il faut savoir que Monaco c'est le Graal en F1 d'une certaine manière. Ouais. Peut-être pas autant qu'un championnat du monde en tant que tel, mais ça fait partie des cases à cocher pour ce qu'on appelle la Triple Crown, qui est aussi, il me semble, la victoire en IndyCar au 500 miles d'Indianapolis aux États-Unis, Grand Prix de Monaco, et puis le troisième truc, je sais plus ce que c'est. J'ai trop de mémoire, mais bref, c'est un fait d'armes important d'avoir sur ta carte de visite que tu as gagné le Grand Prix de Monaco. Pour les raisons qui sont évidentes, comme je le disais il y a quelques secondes, comment je peux dire ça, c'est une prouesse de t'en sortir de la rue de Monaco sans encombre, etc. Max a fait une course parfaite, hein, je le disais tout à l'heure. Ça a été très propre, de A à Z. Pas d'erreur, etc. Pas gêné par les retardataires non plus. Il a géré de bout en bout, hein, donc bravo à lui. Et puis enfin, c'est son premier podium en général à Monaco, à Max, depuis le début de sa carrière, et donc première victoire à Monaco. Red Bull est toujours fort, comme je le disais aussi au début de l'émission, elle est toujours fort. Généralement, Red Bull est quand même assez en force à Monaco ces dernières saisons, puis ça s'est confirmé encore. En plus avec la 4ème place de Sergio Perez avec la 2ème Red Bull. Qui fut gros point marqué. Voilà, il n'y a pas d'autres news. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ça m'étonnerait. Plus rien à dire. On va se retrouver dans 2 semaines pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, messieurs dames. Et puis on va se retrouver sur Discord dans 50 minutes pour le multiplex de Ligue 1 que je vais proposer. Merci à Jelinx puisque c'est son abonnement à lui qu'on va, qu'on va utiliser. Donc dans 50 minutes du côté de Discord, la Ligue 1. Dans 2 semaines on se retrouve pour le Prix d'Azerbaïdjan. Je sais pas si... Est-ce qu'elle fonctionne elle? Fonctionne. Ça sera à 18h30 aussi parce que... Parce qu'en fait, le Grand Prix d'Azerbaïdjan démarre à 14h, contrairement à Monaco où aujourd'hui c'était 15h. Donc j'aurai un peu plus de temps. Là c'était tout juste, hein. J'ai fini l'infographie et tout pour l'émission 10 minutes avant de lancer le live d'aujourd'hui. Là j'aurai un peu plus de temps pour préparer les choses, je serai un peu moins pressé, il y aura peut-être un peu moins d'erreurs qu'il pourrait y avoir sur le classement qui défile actuellement ou les autres infographies que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Merci d'être passé, merci d'être venu à tous. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous. Rendez-vous donc dans 2 semaines, le 6 juin pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, pour le débrief du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Puis voilà. Et puis rapidement pour rappeler, attends les heures j'ai pas fini. Je rappelle 2 choses. La première c'est que vers la fin du mois de juin, pour ce qui sera en partie le milieu de la saison, plus ou moins, on fera un bilan des scores en qualification et en course entre coéquipiers, voir qui a le devant sur qui en qualification et en course. Ça me demande encore beaucoup de travail d'infographie, comme la saison dernière. Et le deuxième point, c'est que
le deuxième point, c'est que je le terre pour l'instant en fait. Ça concerne l'émission en tant que telle, mais je le terre pour l'instant. Donc d'ici la fin champ, on verra ce qui se passera. Voilà. Moi je vous lâche là. Encore une fois, rendez-vous du côté du Discord. Point d'exclamation de Discord, les arts, si vous voulez venir voir le multiplex de Ligue 1, le channel est muté. Personne ne parlera pendant le multiplex, comme pendant la F1. N'hésitez pas à rejoindre le Discord aussi pour regarder le Grand Prix d'Azerbaïdjan avec nous dans 2 semaines, comme les précédents Grands Prix, etc. Et puis potentiellement, on va y partager aussi, j'imagine, pendant l'été, comme je disais tout à l'heure, l'Euro de foot. Voilà quoi. Que dire de plus, César? À part à plus tard. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à part à plus tard maintenant? À plus tard. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Au revoir Internet.